Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je tiens à remercier Inov pour son invitation ainsi que tout le comité d'organisation. Alors, Dr Yahyaoui va nous parler des aberrations optiques. Alors, tout à l'heure, on était en train de discuter. Je disais que celui qui vous a choisi le thème, vous a choisi quand même un thème qui est assez pointu. Ça fait 5 ans que j'étudie les aberrations optiques. Je ne suis pas sorti d'affaires. Donc, bon courage pour nous expliquer tout ça. Merci. On va essayer. Bon. Alors, oui. Une chose. Je vous raconte une anecdote. Il y a plus de 10 ans, on faisait un cours sur les aberrations optiques à Paris. Et Yahyaoui était présent avec nous. Donc, au milieu du cours, il a posé une question. Le prof lui dit, ça fait plus de 10 ans que j'enseigne ce cours et on ne m'a jamais posé cette question. D'accord. Donc, le temps est passé. Après un certain moment, il repose une deuxième question. Et le prof lui dit, je pense que l'année prochaine, c'est vous qui allez faire le cours. Donc, je vous dis ça pour vous dire que Yahyaoui, je pense, c'est le meilleur ophtalmologiste en Algérie qui comprend bien cette notion d'aberrométrie. Donc, profitez au maximum de sa présence. Il faut dire ça fait presque 10 ans, je ne sais pour quelle raison, il s'est complètement déconnecté du milieu académique. Donc, bienvenue, Saïd, pour partager ton grand savoir et merci. Merci. Merci pour le challenge, je vais essayer. Chers amis, chers collègues de la communauté de l'optique, bonjour. D'abord, je suis honoré d'être ici parmi vous. Je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité. Je les remercie de m'avoir demandé de parler d'un sujet passionnant ou de m'avoir donné l'opportunité de parler d'un sujet passionnant, la barométrie. Sujet certes complexe. On va essayer. Alors, maîtriser ces concepts devient de plus en plus impératif de nos jours. Mon intérêt pour la barométrie remonte à 20 ans grâce à un monsieur, Damien Gatinel, chirurgien réfractif, physicien, mathématicien, qui a rendu ces concepts relativement compliqués, on va dire abordables, grâce notamment à ses illustrations. J'invite les jeunes à se rapprocher de ses articles et de ses livres sur la barométrie et la topographie. Et voyez donc, une terminologie à en dissuader plus d'un, mais il faut maîtriser ces concepts pour mieux les utiliser. Et donc, on va essayer aujourd'hui de faire une approche ophtalmologique de la barométrie. Loin de moi la prétention de la maîtrise technique de tous ces concepts. Donc, je demande indulgence aux physiciens qui sont ici présents. Donc, en définition, les aberrations optiques visuelles sont des imperfections non améliorables par une correction sphéro-cylindrique, responsables de doléances visuelles qualitatives, halo, éblouissement, images fantômes, diplopées, monoculaires. Ces aberrations peuvent être longtemps les seules plaintes de patients porteurs de cornées asymétriques, irrégulières, voire des kératocones frustes. Quand j'ai présenté mon premier travail il y a 20 ans, j'ai repris cette phrase ou ce questionnement, 10e, un diagnostic à cher professeur Aylan Rabitoul Fiamro. Et bien que j'étais convaincu du bien fondé de cette phrase, parce qu'on arrivait parfois à remonter les patients à 10e, on faisait un examen exhaustif de la réfraction, l'examen des milieux, fond d'œil, OCT, en géographie, on disposait déjà à l'époque d'abéromètres et de topographes, mais on n'y arrivait pas. C'était soit moins que 10e, ou un mauvais 10e, mauvaise sensibilité au contraste, mauvaise vision en luminosité, en faible luminosité, et par désarroi, on se disait, finalement, c'est de l'astigmatisme irrégulier. Eh bien, on n'avait pas tout à fait tort. Tout ce qui n'est pas amétropie sphéro-cylindrique est considéré comme de l'astigmatisme irrégulier, donc de l'aberration de haut degré. C'est ce que verrait un myope par système de convolution d'image. Sur la gauche, un myope non corrigé. Au milieu, un myope corrigé sans correction des aberrations de haut degré. Et un myope corrigé avec correction des aberrations de haut degré. Vous voyez la différence. Je remercie le docteur Gatinel pour ces illustrations que j'ai empruntées, je tiens à le préciser. Et je tiens à préciser que je n'ai aucun intérêt avec tous les appareils que je vais citer durant cette conférence. Eh bien, j'ouvre une parenthèse pour dire que cette image est faite sur un foyer donné, précis. On nommait la profondeur de champ, qui, elle, c'est la capacité de voir relativement net sur différentes distances, et qui va, vous allez le voir, utiliser ces imperfections dans un but thérapeutique, dans les implants premium, les fameuses lentilles intelligentes qui n'ont rien d'intelligent. En fait, c'est le savoir, c'est juste de la science. Et donc, alors, c'est quoi une vision normale? C'est quoi un 10e? Le pouvoir séparateur, minimal angle of resolution, c'est l'angle le plus petit qui permet de discerner 2 points, ou plutôt 2 bandes, claires et sombres, puisqu'on parle de fréquence spatiale. C'est le nombre de cycles par secteur angulaire d'1 degré. Et par convention, on s'était dit 10e, 1 minute d'arc, 30 cycles par degré. Est-ce que c'est la meilleure échelle? Probablement non, parce qu'un gain de 1 à 2 dixièmes, c'est l'équivalent d'un gain de 5 à 10 dixièmes.
Quand on passe de 2 à 1 dixième en décimale, on perd 3 lignes en logarithmique. Quand on passe de 10 dixièmes à 9 dixièmes, c'est la moitié de ligne. Donc l'analyse fine des visions basses, elle se fait plutôt avec l'échelle logarithmique, mais on utilise toujours la décimale. Est-ce qu'on peut voir plus? Oui. Est-ce qu'on peut arriver à 20 dixièmes? Oui. Est-ce qu'il y a une limite organique? Oui. C'est la limite de l'échantillonnage, c'est la limite de Nyquist, qui stipule que pour que 2 points puissent vus différemment, distinctivement, ou que 2 bandes puissent être séparées, claires et sombres, il faudrait qu'ils stimulent 2 photorécepteurs différents. La densité maximale des cônes, c'est au niveau de la fovea. La taille minimale d'un cône, c'est 2,5 microns, entre 2 et 2,5. Si on fait un calcul par de l'optique, pas de la mathématique, ça correspond à 30 secondes d'arc, donc 20 dixièmes. Oui, un œil qui reçoit une image, mais qui n'est pas aberré, peut voir jusqu'à 20 dixièmes. Est-ce qu'il y a une limite optique? Oui, c'est le critère de Rayleigh qu'on verra après, parce que lui, il utilise un disque d'Airé, et c'est un rapport avec la diffraction. Les imperfections de la correction sphéro-cylindrique, elles considéraient l'approximation par axiale de Gauss. Elles ne considéraient que les 4 mm sont trop. On vient de voir que la cornée n'était pas sphérique. Elle était prolate, plus courbe au centre de la périphérie. Donc, elle omet cette périphérie. Centrée considère que le dioptre oculaire est une sphère, que la cornée est sphérique, que les différents axes sont alignés. Ce n'est pas vrai. Il peut y avoir un désalignement, donc création d'aberration. Elle ne prenait pas en considération le jeu pupillaire. On vient de voir pupille dilatée, moins de diffraction, beaucoup d'aberration, myosis, beaucoup de diffraction, pas d'aberration. Donc elle omet ce jeu pupillaire. Donc elle était sphérocylindrique pure. Et ces imperfections trouvaient leur origine, en fait, par l'utilisation pendant longtemps de la théorie géométrique en optique. La lumière était un rayon, l'image d'un point était un point, mais on arrivait du mal à expliquer la diffraction, le déphasage, la décomposition spectrale de la lumière et carrément pourquoi les rayons étaient parallèles à l'infini. Et là, on utilise de plus en plus l'optique physique. La réalité, la lumière est une onde. Et en fait, vous allez voir que les deux théories en fait, sont intriquées, on les utilise encore les deux. Parce que le fameux rayon qu'on représentait n'est que la direction de propagation de cette onde auquel il est perpendiculaire. Et actuellement, on utilise de plus en plus l'optique physique. La lumière, partie visible du spectre électromagnétique du rayonnement solaire non absorbé par l'atmosphère. Donc c'est une onde avec une fréquence, une longueur d'onde et une vitesse. C'est la base de l'optique physique. Première aberration à être décrite, c'est l'aberration polychromatique. C'est le principe de décomposition spectrale de la lumière quand elle tape un milieu d'indices de réfraction différents. Les couleurs de faible longueur d'onde ils vont se réfracter en avant des rouges. C'est un rapport avec vitesse de propagation, longueur d'onde et indice de réfraction. Selon les lois de Snell-Descartes, loi de réfraction. C'est quoi un front d'onde? La meilleure expérience sur un plan bidimensionnel, c'est la fameuse expérience du caillou. On jette un caillou, il y a des vaguelettes qui se forment, qui vont migrer du centre vers la périphérie à une vitesse constante. Ils vont former des cercles. Sur le plan tridimensionnel, c'est la lumière. Un stimulus lumineux va former des sphères qui vont migrer à l'infini, et les différents points qui vont constituer le sommet des vaguelettes ou constituer les sphères vont migrer à la même vitesse et des points en phase vont constituer un front. C'est le fameux front de migration, c'est le front d'onde. Maintenant, un front d'onde, comment il se propage? Comme une sphère, dont le centre est la source lumineuse, propage dans un milieu n d'indice n et de vitesse v. Et pourquoi on parle d'un front d'onde plan? On suit cette lumière, quand elle va migrer vers l'infini, les sphères vont devenir tellement grandes, le rayon va tendre vers l'infini, courbure tellement minime, elle va être assimilée à une surface plane. La portion de cette sphère qui va venir au contact de la pupille d'entrée va être considérée comme plane. Maintenant, un front d'onde plan qui va se propager dans un milieu d'indices de réfraction différents. Il va subir les lois de réfraction de Snell-Descartes. Il va être réfracté. Quand il va traverser un milieu, il va être freiné. Et cette freination est proportionnelle à l'indice de réfraction. C'est ce qu'on appelle le déphasage. Positif, négatif. Ça se compte en microns. C'est la distance de différence par rapport à ce qui était prévu, à ce qui est théorique. Et là, vous pouvez poser la question, donc les déphasages ne sont que négatifs. Non, il y a un déphasage positif, il y a une accélération. L'exemple le plus simple, un kératocone, cornée fine, ça traverse rapidement et ça va aller plus vite. Donc, un avance de phase. Maintenant, un front d'onde plan qui traverse une lentille plan convexe, il va être réfracté. Et il va traverser le centre. Et le centre va être plus freiné que la périphérie parce que les trains vont traverser plus de matière. Il y aura un retard de phase au centre et il y aura une avance de phase en périphérie parce qu'il y a moins de matière, bien qu'il soit réfracté. Donc l'image d'un front d'onde plan qui est réfracté, c'est la portion d'une sphère. Ça, c'est dans le cas où il n'y a aucune aberration. S'il y avait de l'aberration de haut degré qui, elle, concerne la périphérie du front d'onde, à pupille dilatée, on verrait que cette portion de sphère, elle serait déformée. C'est le principe du recueil de front d'onde qu'on verrait tout à l'heure. S'il n'y avait aucune aberration, s'il n'y avait aucune diffraction, un front d'onde plan va venir, va former une portion de sphère qui va se réfracter sur la fovea et l'image d'un point serait un point. La théorie géométrique rejoindrait la théorie optique. C'est une utopie parce que même s'il n'y a aucune aberration, il y aurait de la diffraction. La diffraction, c'est la propriété de la lumière
à être déviée ou divisée quand elle tape sur une bordure, quand elle traverse une fente, quand elle traverse un pertuis de longueur d'onde qui lui est proche. Et cette division, elle est orientée, structurée, organisée, contrairement à la diffusion qui, elle, c'est le chaos optique, c'est où la lumière, elle se propage dans tous les sens. Donc, il y aura une déperdition de lumière. Gardez ça en mémoire, parce qu'on vient nous vendre des implants multifocaux comme ayant une performance égale au monofocal. C'est pas vrai. Ça a ses avantages, mais ça a ses limites aussi. Et donc, il y aura des interférences des fronts d'onde secondaires, ce qu'on appelle les interférences constructrices et des interférences destructrices. Les constructrices vont s'associer, constituer des fronts d'onde secondaires qui seront en retard sur la périphérie du front d'onde, et les destructrices vont donner une extinction. Oui, on peut avoir du noir à partir de la lumière, c'est les fameux anneaux sombres qu'on voit autour des halos. Et donc, l'image d'un point ne serait pas un point, ça serait un disque. C'est le disque d'Ayre avec le maximum d'intensité au centre, 98% de l'intensité lumineuse pour un diamètre donné, et des anneaux concentriques. Les anneaux lumineux, c'est les ordres de diffraction, et les anneaux sombres, c'est les anneaux provoqués par l'extinction des interférences destructrices. Et donc, un système optique idéal limité par la diffraction donne d'un point lumineux un disque d'Ayre pour un diamètre pupillaire donné. Là, c'est pour juste un résumé où vous voyez un disque d'Ayre parfait, mais là, on revient à la réalité. C'est comme l'œil est un système aberré, l'image d'un point ne serait pas le disque d'Ayre, il serait un autre disque. C'est la fonction d'étalement du point. C'est la point spread function. C'est un disque de diffusion. Parce qu'il y a de la qualité optique à diminuer, il y a de l'aberration. Donc il y aura une intensité moindre, les anneaux ne seraient pas circulaires, il y aura de la symétrie, de l'irrégularité, et c'est la fameuse PSF qui est représentée sur les différents appareils. Et le rapport entre la PSF, un disque d'Ayre pour un diamètre pupillaire donné, va nous donner le rapport de Strel, qui est l'indicateur principal de la qualité d'un système. Donc plus il est aberré, plus il sera diminué. Et on va avancer. Maintenant, quand le système est idéal, donc on aura un disque d'Ayre en tridimensionnel, en bidimensionnel, les fameuses interférences. Pourquoi j'ai mis cette planche? Pour vous montrer la PSF en bas et pour vous montrer la MTF. La MTF, c'est Modulation Transfer Function. C'est la capacité d'un système à transférer le contraste de l'objet vers l'image. On ne parle pas du contraste, on parle que de l'acuité. Mais si vous prenez quelqu'un qui a des aberrations, vous baissez le contraste, il ne verrait rien. Il passerait d'un 10e à un 2 dixième. Et cette MTF avec le facteur de Strel, c'est ces deux facteurs les plus importants dans l'évaluation d'un système optique. On avance. Rappelez-vous de la limite optique, on en a parlé tout à l'heure. Eh bien, c'est la limite de Rayleigh. Le critère de Rayleigh, il est atteint. Le système, la résolution max d'un système est atteinte quand le maximum de l'intensité du premier disque du premier point correspond au premier minimum du deuxième disque du deuxième point. Et cette distance, si les deux points étaient à distance moindre que cette distance, ils seraient perçus confondus, ils ne seraient pas vus. Et on a trouvé que, selon des calculs par rapport aux lois de la diffraction, que ça correspondait, pour une pupille de 2 mm, à 60 cycles par degré. À 3 mm, 90 cycles par degré. À 4 mm, 118 cycles par degré. Donc, on peut voir beaucoup plus. Mais là, c'est sans compter sur les aberrations. Plus la pupille se dilate, il y aura de l'aberration. Donc, théoriquement, le contraste va chuter. Il y a une valeur cut-off où on ne peut plus discerner le contraste. Et on a trouvé qu'il était entre 60 et 70 cycles par degré. Et les deux limites se rejoignent. C'est pour ça qu'une personne non aberrée, avec juste de la diffraction ou un minimum d'aberration, ne verrait pas plus de 20 dixièmes. Maintenant, regardez, on parle depuis tout à l'heure de déchets, d'anomalies, d'insuffisance, diffraction à petite pupille et aberration à grande pupille. Mais ces deux anomalies sont les plus utilisées actuellement dans les technologies des implants premium, type diffractif trifocal ou type EDOF. Les DOF par les aberrations sphériques et les diffractifs par les réseaux de diffraction. Donc c'est un compromis, un équilibre précaire. On utilise de l'aberration, on utilise un déchet pour en tirer profit et créer de la multifocalité, de la profondeur de champ. Là, on revient à la définition de la profondeur de champ, c'est-à-dire qu'on peut voir relativement net sur un grand couloir, mais pas très net sur un foyer. C'est la différence entre la résolution et la profondeur de champ. Donc, c'est la base des technologies en passe. Là, c'est ce que je viens de dire, la différence entre la netteté relative d'un point et la résolution d'un système. Maintenant, le recueil du front d'onde. Principe commun, c'est reconstitution tridimensionnelle du front d'onde à partir de l'analyse de la distorsion subie par le signal. C'est une ancienne planche qui remonte à plus de 20 ans. Et déjà à l'époque, on disposait d'appareillages. Et vous voyez, il y a déjà des appareils qui existent encore avec des générations améliorées. Pourquoi j'ai laissé cette planche? Parce que c'est les mêmes principes. Il y a le front d'onde, le recueil d'un front d'onde sortant,
et le recueil d'un front d'onde entrant. C'est quoi la différence? Le front d'onde sortant, on envoie un laser de faible énergie, il tape sur la fovéola, et c'est la lumière réfléchie qui est considérée comme le front d'onde sortant qui va être recueilli. C'est le principe le plus connu, Hartmann-Chack ou Chack-Hartmann pour les Américains. Il y a un problème de terminologie actuellement. Et voilà, pour vous illustrer ça, donc les fronts d'onde vont sortir, ils vont être recueillis par une série de lentilles. Et chaque fragment, chaque segment de front d'onde sortant va taper sur cette lentille, il va être réfracté et recueilli par un capteur. Et selon la pente de déviation de l'image recueillie par rapport à un point de référence, on va définir le retard ou l'avance de phase. Déjà, là, il y a deux biais. À l'époque, déjà, ils étaient mentionnés. Le nombre de lentilles est limité, c'est-à-dire qu'on passerait à côté de certains segments qui ne seraient pas étudiés et qui seraient considérés comme normaux, donc il y aura un biais de reconstitution. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a une cornée très distordue. Une lentille réfractée peut envoyer son résultat sur le capteur d'à côté. Et là, c'est un problème si on essaie de programmer un traitement abéroguidé. Ça a été supplanté par les appareils actuellement. Ça, c'est donc les systèmes Chack-Hartmann. Pour vous résumer ça, ce que j'ai entouré en rouge, c'est le front d'onde. Je vous l'ai présenté tout à l'heure en portion de sphère, il devient déformé. Ben, c'est sommaire, merci l'intelligence artificielle. Et en bas, c'est le décalage, ce qu'on a fait le crossover, quand un point est recueilli par un capteur qui ne lui est pas propre. Le deuxième système, c'est un front d'onde entrant. On projette des lasers. J'ouvre une parenthèse, parce qu'à l'époque, je me suis posé la question, moi aussi, donc certains devraient se la poser. Et ces lasers, ils ne sont pas nocifs. En fait, les lasers utilisés dans tous ces systèmes, ils sont 100 à 1000 fois moins nocifs qu'un laser thermique qui engendrerait une altération. Donc ne vous inquiétez pas. Mais c'est souvent des infrarouges qui sont moins dotés d'énergie ou des lasers verts de faible énergie. Donc on va projeter ça sur la FOVEA et on va mettre une grille de référence et on va photographier la distorsion du signal sur la FOVEA par rapport à un point de référence. Et on va dessiner donc ce front d'onde. Et troisième système qui se rapprochait des deux, mais en fait c'était un système entrant, c'est celui qui utilisait une réfractométrie à balayage, une stéréoscopie dynamique, méridien par méridien, et c'était le premier séquentiel. Et vous allez voir l'importance des séquentiels, c'est qu'ils ne vont pas rater des points, contrairement au système Chack-Hartmann qui sont en recul. C'est les plus utilisés, mais ils sont en recul. Le MOST, maintenant, en 2026, et différents appareils, je n'ai aucun intérêt avec tous ces appareils. L'Osiris-T, 45 000 points d'étude par rapport aux lentilles qui sont de l'ordre de milliers de lentilles. Vous voyez la différence? Donc c'est un front d'onde sortant, système pyramidal, et il reconstitue fidèlement le front d'onde. Et il est couplé à la topographie Placido dont on a parlé tout à l'heure, l'Osiris-T. Le E-Trace, c'est le plus puissant pour les aberrations internes. Il résiste à la cataracte, il résiste à la diffusion. C'est un système entrant, c'est 256 lasers en séquentiel. Et aussi l'OPD-Scan 3, c'est pas le 1, c'est le 3, qui a été amélioré encore et encore, qui donne une stéréoscopie dynamique très précise. Le KR1 de Topcon, c'est un couteau suisse, 5 fonctions. Et enfin, l'OVITS, parce que Dr. Louzani, il aime beaucoup, parce qu'il peut donner des algorithmes pour l'adaptation aux lentilles sclérales. On avance. Alors, là, merci intelligence artificielle, c'est un petit rappel. Donc, système front d'onde sortant, front d'onde entrant avec les différents appareils. Le système Chack-Hartmann avec la limite actuellement par le phénomène du crossover. Le laser E-Trace, sa puissance de pénétration. La haute résolution, l'Osiris qui permet fidèlement de reproduire le front d'onde. Et la stéréoscopie automatisée et qui permet de distinguer les aberrations cornéennes quand ils sont couplés au Placido des aberrations internes. Et vous voyez, là, alors le Chack-Hartmann qui sont en recul, alors que c'est les plus connus, c'est les plus utilisés. Analyse du front d'onde. L'analyse du front d'onde en tant que surface trois-dimensionnelle revêt un double intérêt. Appréhender les aberrations, c'est-à-dire les retrouver, et programmer un traitement abérométrique personnalisé. J'ouvre une parenthèse avant la conclusion. On ne va pas traiter des aberrations physiologiques. On va essayer de les faire augmenter, on va essayer de traiter celles qui étaient déjà très augmentées par un autre procédé. C'est ça le traitement personnalisé. J'avais du mal à le cerner il y a 20 ans, mais avec le temps, je me suis rendu compte que non, ne touchez pas, parce qu'après on va voir que certains sont bénéfiques, sont carrément bénéfiques. Donc l'analyse est d'abord qualitative du front d'onde total, puis quantitative des différentes aberrations élémentaires. Quantitative, on a vu la topographie tout à l'heure, c'est le même principe. On utilise une échelle colorimétrique, les couleurs chaudes, avance de phase, micron, couleur froide, retard de phase, le vert, la référence. Attention, ne confondez pas. Avec le Placido, c'est des courbures, ne confondez pas avec l'élévation, c'est des élévations par rapport à une sphère de référence. Ici, je voulais faire ça en interactif, mais vu le manque de temps, je vais passer rapidement, je vais le faire moi-même. Alors, question. Alors, on va se poser 4 questions. Présence ou pas d'aberration, intensité,
Prédominance centrale ou périphérique, caractère symétrique ou pas? Oui. On peut le faire en interactif. Hein. Je dépasserai. Oui. Ok, ça marche. Donc, allez-y. Donc, maintenant, première question. Est-ce qu'il y a de l'aberration ou pas? Répondez, n'ayez pas peur. Il y a ou pas? Il y a trop de couleurs, donc il y a de l'aberration. Alors, est-ce qu'elle est centrale ou périphérique? Vous voyez que le centre est vert, donc périphérique. Est-ce qu'elles sont importantes ou pas? Le dégradé, il est chaud. Il y a une couleur chaude en haut, une couleur froide en bas. Oui. Est-ce qu'elle est symétrique ou asymétrique? Il y a une différence de couleur entre le haut et le bas, elle est asymétrique. C'est probablement du commun, on le verra tout à l'heure. Donc, un deuxième exemple, pareil. Est-ce qu'il y a ou pas de l'aberration? La réponse est oui. Est-ce qu'elle est centrale ou périphérique? Non, centrale est vert. La référence est vert. Et le rouge, il est plus en périphérie. Est-ce qu'elle est symétrique ou pas? Il y a une triangulation qui s'amorce. Bon, c'est difficile, mais là, on voit qu'il y a une triangulation. Il y a probablement du tréfoil. Bon, on va passer. Principe de décomposition du front d'onde. Comme tout signal périodique, où il y a des ondes, ce signal peut être décomposé en ces harmoniques élémentaires, en ces signaux de base, qui le constituent et qui seraient dotés d'un coefficient. Donc, grâce à une fonction mathématique complexe, il a transformé de Fourier. Et dont le front d'onde, on les appelle les polynômes de Zernike. Donc, le principe, pour faire simple, on rapproche ça d'un accord de musique. On peut le décomposer en ces différentes notes. On peut donner à chaque note la puissance qui lui sied dans l'accord final. On peut enlever certaines notes parasites de l'accord. Et on peut même reconstituer l'accord à partir de ces notes constitutives, celles qui le constituent. Eh bien, pour le front d'onde, c'est la même chose. On le décompose en ces fronts d'onde, ces aberrations élémentaires, et chaque aberration élémentaire serait dotée d'un coefficient. C'est le fameux coefficient de Zernike. Alors, l'aberration totale va être dotée d'un coefficient, c'est le RMS, le root mean square, qui est la racine carrée de la variance des différents coefficients élevés au carré. Bon, ça c'est mathématique, c'est physique. Les physiciens, je demande votre indulgence. Alors, donc, maintenant, les polynômes, c'est une double fonction mathématique, une fonction trigonométrique, fréquence spatiale, qui va donner l'orientation de l'aberration par rapport à un axe horizontal ou vertical, et un ordre radial selon la hiérarchie dans la décomposition de l'aberration. Avant, il y a 20 ans, on s'arrêtait au quatrième ordre. 15 polynômes étaient suffisants, parce que les appareils n'arrivaient pas à aller au-delà. J'ai laissé cette planche qui est ancienne aussi, mais aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt à la 6e aberration, la sphérique, on verrait ça tout à l'heure. Et on peut aller jusqu'à 6e, 7e et 8e aberration. Alors, donc, les aberrométries sont pupillodépendantes. Bien sûr, ils doivent être mesurés et comparés pour un mètre de diamètre pupillaire, généralement 6 mm. Et on aura un coefficient total pour toutes les aberrations, pour un ordre radial donné, et pour les aberrations de haut degré, celles qui nous intéressent le plus. Et pour maintenant rentrer dans la classification, on distingue les bas degrés, les hauts degrés. Les bas degrés inférieurs ou égaux à 2, R0, R1, R2. On parle de l'ordre radial. C'est les fameuses amétropies sphéro-cylindriques classiques corrigées par lunettes. Et elles intéressent le centre du front d'onde et ils sont de l'ordre du micron. Gardez ce chiffre en tête. Les aberrations de haut degré, 3e degré et plus, elles concernent la périphérie du front d'onde, pupillodépendante de l'ordre du 10e de micron. Ben, j'en riais il y a 20 ans parce qu'on parlait d'aberrations de... On ne va pas toucher l'aberration de haut degré si on n'a pas corrigé les amétropies sphéro-cylindriques, les bas degrés. Parce qu'ils sont noyés dans l'aberration de bas degré. Et d'ailleurs, on les retrouve qu'après avoir corrigé les bas degrés. Ils sont dévoilés ou mis à nu, où leur expression est plus importante. Mais si on a beaucoup de myopie, de défocus ou d'astigmatisme, il faut corriger d'abord les amétropies de bas degré. Là, c'est juste un rappel. Aberration de bas degré, plus de 85%. Haut degré, pourquoi j'ai mis un anneau vert ici? C'est l'aberration qui nous intéresse le plus, c'est la Z04, c'est l'aberration sphérique. On verra ça tout à l'heure. Et le coefficient global, alors gardez 2 chiffres. Les aberrations de haut degré, physiologiquement, ils devraient être inférieurs à 0,3. 0,3, 0,35 microns. Aberration RMS globale, généralement inférieure à 0,5. À partir de 0,5, attention. Ça, c'est les 2 chiffres. Alors, celles qu'on aime le moins, c'est les aberrations asymétriques parce qu'ils sont très délétères sur la qualité de vision. Le coma, surtout, est très fort. Maintenant, on va citer ces différentes aberrations une à une. Alors, degré 0, un seul polynôme, parce que le m, c'est n plus 1. C'est-à-dire, pour chaque ordre, le nombre de polynômes, c'est l'ordre radial plus un polynôme. Donc, il y a un seul, c'est le fameux piston, c'est un déphasage constant de tous les points, aucune conséquence sur la fin. Généralement, aucune conséquence clinique, sauf si le piston est très important, il y aura une modification de la réfraction, par exemple, un implant qui serait trop en avance ou trop en arrière. Le tilt, 2 polynômes. Alors, défaut d'alignement des différentes interfaces en verticale par rapport à l'axe optique.
On ne s'y intéressait pas beaucoup avant, mais actuellement, il faut faire très attention. Un tilt cristallinien de plus de 5 degrés, et pourquoi on s'y intéresse? Parce qu'on arrive à les mesurer. On avait une vidéo, on n'a pas le temps de vous la montrer, avec OCT de segment antérieur ou avec une UBM, on peut mesurer le tilt cristallin en dynamique et en statique. Et on s'est rendu compte qu'à partir de 5 degrés, c'est prédictible d'un tilt d'un implant, et l'implant diffractif, il n'aime pas le décentrement. Une marche diffractive, c'est les décentrer, ça crée de l'aberration asymétrique, et ça entraîne une chute de la MTF et un effondrement de la qualité de vision. Donc c'est important. Donc actuellement, important à connaître en vue de chirurgie premium. Aberration de deuxième degré, alors 2 polynômes pour l'astigmatisme et 1 polynôme pour la myopie. L'astigmatisme, fameuse selle mexicaine, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une symétrie axiale, 2 axes orthogonaux, ces 2 portions de sphère de calotte sphérique, quand on les intrique, quand on les encastre, ça donne une selle mexicaine. Et donc, ça, c'est l'astigmatisme régulier. Le défocus, myopie, hypermétropie, c'est une parabole avec un sommet. C'est pratiquement les 2 aberrations qui donnent la forme globale du front d'onde. On verrait ça vers la fin. Les aberrations de haut degré, ils influencent peu, sauf s'ils sont très augmentés. Donc aspect en parabole, et tous les polynômes qui ont une fréquence 0 ont une symétrie de rotation. Le défocus, l'aberration sphérique secondaire, qu'on utilise pour la profondeur de champ et la multifocalité, encore une fois. Alors, aberration de 3e degré, celle qu'on n'aime pas, celle qu'on veut limiter, celle qu'on n'aime pas provoquer, parce qu'ils entraînent une altération importante de la qualité visuelle, surtout la fameuse coma, queue de comète. Et ici, vous voyez la PSF qui est étirée dans un sens, et donc altération majeure, c'est l'aberration la plus délétère à constant, c'est-à-dire à valeur égale, c'est la plus délétère de la vision, de la qualité visuelle. Et parce que ça donne de la symétrie et le système optique n'aime pas la symétrie. Et donc ça donne une avance de phase dans un sens, un retard dans un sens, et ça donne une forme de virgule. C'est la fameuse comète, queue de comète ou coma, virgule. Alors on revient à l'exemple de tout à l'heure. J'ai démasqué ce qui était caché pour vous dire que la forme du global et des aberrations au degré était presque la même, parce que les amétropies de bas degré, ils étaient corrigées. Et on trouve que le coma est très important. Et voilà la représentation de la PSF par convolution d'image, on voit la fameuse comète. Ici, pour vous montrer la PSF en bas, donc effondrement de l'intensité lumineuse, les anneaux qui sont irréguliers, qui sont étirés dans un sens, et l'image qui bave d'un côté selon l'axe de la coma. Encore une carte là où c'est de la coma horizontale, vous voyez sur la PSF en horizontal, et vous voyez de la symétrie par rapport à l'axe vertical. Là, j'ouvre une parenthèse. Alors, pour vous donner, une coma verticale négative débutante, attention, possibilité de kératocone en partance. Un petit coma vertical négatif minime peut aider un jeune presbyte à voir bien. Et vous avez l'exemple devant vous, j'ai un petit kératocone qui me permet encore de lire mes diapos à 54 ans encore. Donc, voilà. Donc, il y a certaines aberrations, c'est des défauts, mais on peut en tirer profit. Le tréfoil, c'est l'astigmatisme triangulaire, alors 2 polynômes aussi, et pas de symétrie axiale, pas de symétrie, c'est une symétrie hémiméridionale de 120 degrés, c'est comme un trèfle à 3 feuilles avec un pas de 60 degrés. Imaginez des ondulations à 60 degrés, bon ça, il faut l'imaginer en 3D. Alors, quand est-ce qu'on le voit ce tréfoil? Pathologie du film lacrymal surtout, des sutures asymétriques après greffe de cornée, une cicatrisation irrégulière d'incision de cataracte, mais ils ont peu d'effets, ils ont un effet moins délétère que les autres aberrations impaires. Ok, alors l'exemple de tout à l'heure, vous voyez la triangulation en haut, c'est le tréfoil, une triangulation, et sur la simulation PSF, la PSF qui s'étale dans 3 sens. Et la PSF, c'est la représentation bidimensionnelle du disque qu'on a cité tout à l'heure. Donc si vous l'imaginez en 3 dimensions, c'est ça avec une petite hauteur. Ok, un autre exemple, on a raté une chirurgie réfractive, il y a un décentrement du traitement, où la lentille rigide cornéenne, l'étudiante qui m'avait demandé quand est-ce qu'on passe à une sclérale ou à une cornéenne, ici. Alors, quand il y a échec d'une rigide cornéenne, vous passez à une sclérale rigide. Alors là, la lentille a échoué, trop de tréfoil, à l'époque il n'y avait pas de sclérale. Merci la lentille sclérale, on est au centre de l'ITM avec Dr McKee, les premiers à l'avoir utilisé depuis 2012-2013. Et c'est un couteau suisse à côté de son efficacité pour les pathologies de surface, pour la correction des cornées très irrégulières, c'est presque même un test diagnostique. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un, on n'arrive pas à trouver, on n'arrive pas à remonter. Rappelez-vous du questionnement du 10e ou un diagnostic. Eh bien, vous l'avez. Si
Vous n'arrivez pas à le remonter. Il n'y a pas un problème de milieu. Fond d'œil, il n'y a rien du tout. Vous mettez une lentille sclérale. S'il ne remonte pas, c'est un problème du dioptre oculaire. S'il remonte, c'est un problème neurosensoriel. Et vous êtes fixé. Donc, merci la lentille sclérale. Un autre exemple, on va passer. Il y a aussi, ça, c'est une triangulation du tréfoil. Pourquoi j'ai gardé cet exemple? Regardez. Alors, on a parlé du diamètre pupillaire tout à l'heure, et Dr McKay avait parlé des conditions de vie normale. Ce patient, s'il était en myosis, en petite pupille, il aurait eu de l'astigmatisme régulier, facilement corrigible. Eh bien, pupille dilatée, triangulation qui s'amorce, c'est un tréfoil. Et donc, il peut faire chuter sa vision rapidement, et sa qualité de vision va chuter en conséquence. Aberration du 4e degré. Celle qu'on aime, celle qu'on utilise pour avoir de la multifocalité, c'est celle qui est utilisée dans les technologies des implants EDOF, Extended Depth of Focus, témoin d'une réfringence excessive ou insuffisante. Pourquoi j'ai mis excessive? Parce qu'en fait, la cornée, physiologiquement, elle a une aberration sphérique positive. Si je mets insuffisante, c'est que je suppose que c'est l'aberration sphérique négative. Elle est contre nature, mais elle est utilisée dans certains procédés de prise bilasique centraux focaux, varifocaux-centrales, et carrément certains implants EDOF où on utilise l'aberration négative. Les deux vont vont donner de la profondeur de champ, mais on va dire que le cerveau supporte plus l'aberration sphérique positive que la négative. Et l'aberration qui nous intéresse, la Z04, rappelez-vous, elle a une symétrie de rotation. Et donc, pour comprendre quoi cette aberration sphérique, on revient aux élémentaires. Si la cornée était sphérique, les frondes périphériques seraient plus réfractées que les frondes centraux, c'est en rouge. Il y aurait une dispersion sphérique très importante longitudinale, une aberration très importante, et ça tue la MTF, et ça entraîne une chute drastique de la qualité de vision. Heureusement que la cornée n'est pas sphérique, comme l'a expliqué le professeur Al-Farqi, alors elle est prolate, donc il y a une courbure moins importante en périphérie qu'au centre pour essayer de compenser cet excès de réfraction. Mais cette compensation est insuffisante et elle persiste de l'aberration sphérique positive cornéenne, que vous allez voir, elle est de 0,28. Même ce 0,28 n'est pas bon pour la vision. Il y a le cristallin derrière qui a une aberration sphérique négative de moins 0,20 qui va compenser les 0,28 pour laisser une aberration sphérique totale de l'ordre de 0,10 qui, elle, est utilisée dans la profondeur de champ du sujet FAC. Parce qu'on a une pseudo-accommodation du sujet FAC. On a présenté un travail il y a 15 jours, on va en parler en conclusion. Ça, pour juste l'aberration sphérique négative, je n'ai pas le temps d'en parler, mais celle qui est utilisée actuellement pour créer de l'addition au centre, mais on perd un peu de vision de loin, ça il faut le savoir. Et bon, alors ici, donc on a parlé de ça. Alors quand est-ce qu'elle augmente sa aberration sphérique? Les lasers classiques. Parce que les lasers classiques ont transformé une cornée oblate, un cornée prolate, une cornée oblate, avec un passage brutal en courbure périphérique, et ça donnait de l'aberration sphérique très positive. Quand la zone optique était insuffisante au diamètre pupillaire, sans lissage de transition, on créait de l'aberration sphérique qui, elle, était néfaste. Mais actuellement, on utilise le sweat spot, un intervalle voulu, précalculé, donner une profondeur de champ juste assez pour ne pas faire chuter le STREL, rappelez-vous, ou la MTF, et permettre aux patients de voir relativement net sur différentes distances. Et là, si vous avez bien suivi, vous concluez tout de suite qu'un implant multifocal ne peut pas avoir la performance d'un monofocal. C'est pas vrai. Donc, par des traitements, par modulation d'asphréricité. Et actuellement, c'est ce qu'on utilise dans les implants EDOF. Et enfin, j'arrive au fameux pentafoil. En fait, je l'ai appelé pentafoil parce que, bon, il y a 20 ans, je me suis dit, allez, personne n'en parle, je vais le citer. On s'arrêtait au 4e ordre et je pensais que 5e ordre, que j'allais être au-delà de ce qui était étudié. Mais en fait, maintenant, ils ont dépassé, ils sont au 8e ordre. C'est quoi le pentafoil? C'est de l'aberration asymétrique. Elle n'est pas très importante. Physiologiquement, ils sont insignifiantes, sauf en cas de chirurgie ratée, une cicatrisation cornéenne importante, une greffe de cornée, une chirurgie réfractive. Lorsqu'ils sont importantes, là, elles deviennent très délétères. Par contre, l'aberration sphérique de 6e degré, là, j'y viens. On l'utilise actuellement de plus en plus à signes opposés, de signes opposés avec l'aberration sphérique de 4e degré pour créer une homogénéisation, c'est-à-dire on allonge le front d'onde, on l'étire à dessein, mais on l'homogénise pour créer moins d'altération de la qualité de vision et permet une multifocalité relativement nette de loin et de près. C'est ce qui est utilisé, je ne vais pas citer l'implant, il y a un implant très connu qui utilise cette technologie EDOF. Donc, ça, c'est pour, en résumé, aberration bas degré, haut degré. En bas, c'est ce qu'on appelle la triangle des polynômes de Zernike. Merci l'intelligence artificielle qui nous a fait un petit résumé. Donc, les petits bas degré, haut degré. Alors, celles qu'on utilise, qu'on corrige classiquement par les lunettes, les sphérocylindriques. Celles
Les aberrations au degré, celles qu'on aime, celles de droite, et les deux qu'on aime moins, c'est les deux de gauche. Et enfin, les aberrations de haut degré qui ne sont pas très intéressantes. Cette planche est importante, comme je vous ai dit que la forme globale du front d'onde était donnée par les aberrations de bas degré. Si on cachait les polynômes d'en bas, on verrait que la forme, il y a de la sphère, c'est une portion du sphère avec une petite déformation sur le côté. Si on la décompose, ces polynômes, en ces harmoniques élémentaires, on trouvait qu'il y a beaucoup de défocus, beaucoup d'astigmatisme, très très peu d'aberrations sphériques et de tréfoils qu'on ne devine même pas sur la forme globale du front d'onde. Là, ces représentations en chiffres, ce n'est pas important. Alors, je me suis amusé, j'ai pris tous les assistants du centre, et je leur ai demandé de faire une réfraction et une aberrométrie, avec l'appareil dont on dispose, dont je ne vais pas citer le nom, et je suis tombé sur l'assistante parfaite, une hémétropie sphéro-cylindrique, les aberrations, tout est dans le vert inférieur à 0,3, convolution d'image, vous voyez que le 10/10e, il est parfait. L'autre, la PSF, strictement circulaire. L'autre côté, un peu moins bien, on va deviner qu'il est un peu... On voit des petites couleurs en haut. On voit qu'il y a un étirement horizontal. Eh bien, elle arrivait à 20/10e, l'œil droit, sur un motif, j'ai mis 15/10e, j'ai sous-évalué. Et de l'autre côté, 15/10e, 12/10e. Donc, 20/10e en binoculaire. Elle m'a même dit... L'orientation horizontale du point qu'elle voyait sur le 15/10e, elle m'a dit que j'étais gêné parce que je le voyais un peu étiré en horizontal. Ben, c'est la petite aberration qui l'a empêché d'atteindre son 20/10e. Ce que verrait un patient porteur d'un même taux d'aberration, juste pour dire que les aberrations impaires sont plus délétères que les paires, le défocus plus délétère que l'astigmatisme et le coma le plus délétère des aberrations de haut degré. Ce que verrait un patient porteur d'aberration en passe, ça c'est une planche importante que j'ai empruntée au docteur Vert. À l'époque, déjà, on parlait de méthode additive et soustractive. Méthode soustractive, c'est le fameux eximère. Alors, on va couper la partie qui entraîne un retard de phase. Donc, on va photoablater cette zone, et on ne va pas toucher cette zone, on va homogénéiser le front d'onde, et on va traiter de façon abéro-guidée une déformation, une irrégularité qui n'est pas physiologique ou qu'on a nous-mêmes provoquée. Ça, c'est les méthodes soustractives. Il y a les méthodes additives, les implants, on ne va pas en parler aujourd'hui. Merci la lentille sclérale. Cet exemple, ils ont interposé une lentille rigide cornéenne. Mais le problème, il y a un décentrement, ça bouge, et le décentrement et le mouvement n'aiment pas les aberrations. C'est pour ça que j'attends de voir le développement des lunettes abérométriques. Quand le regard est central, ça passe, mais en changeant la position du regard, je demande à voir comment ça peut marcher. Ça peut, hein, avec les technologies, on reste bouche bée, ça peut donner. Actuellement, c'est décrit, mais je ne sais pas si ça marche ou pas. Alors, donc on interpose une lentille sclérale. Grâce aux larmes, au sérum qui est interposé entre la lentille et la cornée, on va resurfacer la surface. C'est comme quand vous êtes en mer, quand vous rentrez, le sable il est complètement ondulé en bas, mais l'eau par-dessus, il est complètement plan. Et donc tout ce qui est en retard va être avancé, tout ce qui est avancé va être en retard. Il y aura une homogénéisation, un traitement abérométrique. C'est la lentille qui traite par excellence les aberrations, surtout si elle est bien scellée. S'il n'y a pas de décentrement, s'il n'y a pas une translation. Ici, c'est le profil d'un traitement abéro-guidé, de la fameuse cornée de tout à l'heure qui était complètement aberrée avec taux élevé de coma. On va couper beaucoup de cornées, on regarde des trains en retard, et pas du tout, on regarde des trains qui sont en avance pour créer une homogénéisation. Et là, attention, on revient au fameux lissage mathématique et le fameux crossover. Il faut disposer d'abéromètres très puissants pour pouvoir avoir une certitude d'un résultat pré-chirurgical. Vous pouvez tomber sur des circuiteries. S'il y a un mauvais alignement, on va en créer de nouvelles aberrations qui sont très délétères. En conclusion, l'introduction de l'abérométrie en ophtalmologie a permis d'identifier et préciser la nature des diverses aberrations optiques oculaires, chiffrer avec précision la valeur quantitative de ces aberrations, comprendre et de mieux interpréter certaines doléances visuelles qualitatives non évaluables par une formule sphéro-cylindrique. Halo, éblouissement, image fantôme, diplopie monoculaire. Est-ce que ce traitement est possible? Avant, on se posait la question par rapport à ce biais technique. Actuellement, on a la technologie, on va avoir la technologie. Mais est-ce qu'il est indiqué? Je vous ai parlé de l'effet bénéfique de certaines aberrations, de l'aberration sphérique, de la cristallinienne, du petit coma vertical, de l'aberration, tout ce que j'ai dit depuis le début, je parlais d'aberration monochromatique. Tous les examens, ils considèrent l'aberration, ils prennent une lumière d'une longueur d'onde précise, ils vous donnent ce tracé. Et où est passée l'aberration polychromatique qui, elle, est très délétère. Elle est de 1,25 à 2 dioptries. Heureusement qu'il y a le cerveau qui la compacte. Il y a l'effet Stills-Crawford, il y a le gradient d'indice sur les photorécepteurs. Il y a plein de mécanismes. Il y a la sélection des cônes pour le bleu et pour le vert rouge sur la fovea. Si
on touche aux aberrations monochromatiques qui vont se niveler les unes les autres pour réduire cette aberration polychromatique, eh ben, on peut entraîner des effets délétères. Donc il faut faire attention à un traitement zéro aberration. Je ne sais pas. Je demande à voir, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est indiqué? Est-ce qu'ils sont anodines, possibilité d'induction de nouvelles aberrations? Actuellement, le traitement personnalisé abérométrique tend à préserver, sans les aggraver, les aberrations optiques préexistantes, peu importantes, sinon les réduire à un taux acceptable. Je me permets de partager avec vous la conclusion de la communication qu'on a présentée il y a 15 jours. Alors, encore, Dr Meki m'a demandé un autre challenge, parler réfraction, diffraction, aberration sphérique, profondeur de champ, notion pseudo-accommodation en 10 minutes. Merci. Alors, en conclusion, on avait dit qu'il n'existait pas de moyen de correction optique parfait, qu'il n'existe pas un implant multifocal qui peut prétendre avoir une meilleure performance qu'un monofocal à un foyer donné. Il n'y a juste qu'un bon implant pour un bon profil. Et la prolonge la plus importante, regardez les red flags. Tous ces chiffres, c'est des chiffres abérométriques. Kappa, RMS total, coma, aberration sphérique, ration de Strel, alpha, tréfoil, tilt cristallinaire. Donc on doit maîtriser tous ces paramètres pour gagner une chirurgie. On ne va pas vendre un implant sans avoir au préalable maîtrisé le profil du patient. Donc, les paramètres organiques et le profil du candidat et disposer d'un plateau technique puissant pour la biométrie, segmentée de préférence, les fameux abéromètres dont on a parlé, une topographie optimale, et je vous remercie. Mouta, un réel plaisir d'assister à ta présentation, à ton talk, à ta présentation parfaite. Je voyais les réactions de nos chers physiciens et de Ennis. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Il faut qu'il y ait des questions quand même. Il y a des questions sur ce sujet très intéressant. Il faut savoir que c'est un sujet difficile qu'on ne maîtrise pas bien. En tant qu'ophtalmologiste, les physiciens, c'est votre pain quotidien. Il y a une question au professeur. Monsieur, le micro. Moi, je voudrais encore te féliciter davantage parce que tu as donné un aspect très, très mathématique, très physique de la bérométrie. Moi, je savais que tu allais présenter ça, donc j'ai fait un cours hier au master de 3 heures sur la bérométrie. Et j'ai détaillé, j'ai fait avec une vision de physicien, évidemment. Mais évidemment, en voyant ça, il y a l'aspect aussi de thérapie, de correction, etc. Moi, si tu veux, le principe de base, c'est la modification du front d'onde que tu envoies par rapport au retour. Hein. Et tu as bien montré que cette modification est quantifiée par le polynôme de Zernick. C'est pour voir la force des algorithmes qu'il y a dans les machines d'ophtalmologie. Et les gens ne s'en aperçoivent pas immédiatement. Mais il y a une force extraordinaire. Donc, comme disait M. Fekki, je crois, M. Kamoun, il faut rendre hommage, aussi un grand hommage aux ingénieurs, aux modélistes, etc. Il y a des modèles de calcul très puissants là-dedans. Et moi, ce que je voulais te poser comme question, des aberrations chromatiques, ou ce que tu as appelé toi polychromatiques, ne sont pas très, très handicapantes, disons, puisque la bérométrie, ça concerne la qualité de l'image et pas l'acuité visuelle, c'est bien ça. Donc, est-ce qu'il y a des corrections qui sont faites sur les aberrations chromatiques ou polychromatiques comme tu... Oui. Pardon. C'est tout le challenge, hein, parce que là, tout ce qu'on a mesuré, c'est au monochromatique. On peut pas, il n'y a aucun appareil qui le fait en polychromatique. D'accord. Donc nous, si on doit traiter, c'est pour ça que à chaque fois, si vous avez remarqué, j'avais pédale douce sur le traitement de ces aberrations. Moi, quelqu'un qui, après une chirurgie réfractive, fait de l'aberration importante, je suis obligé de la lui traiter. Quelqu'un qui, avant une chirurgie, si la chirurgie réfractive est indiquée, par exemple kératoconne, et ce n'est pas tout le temps le cas, je vais la traiter parce qu'elle est très handicapante. Mais sinon, je vais la respecter. Les buts, maintenant, actuellement, avant pourquoi on en parlait beaucoup? Parce que sur toutes les chirurgies, on a trouvé que dans 80%, on aggravait les aberrations préexistantes. Et le traitement abéroguidé tendait à réduire cette aggravation à 20%. C'est-à-dire qu'on faisait un traitement, ce n'est pas pour les traiter, c'est pour ne pas les aggraver. Et on y est encore, c'est encore le cas.
Voilà. Non, mais physiologiquement. On parle. Oui. Physiologiquement, l'aberration polychromatique, Ouais. que tu appelles Ouais. polychromatique, est induite, est automatique, il existe. Vous avez la focalisation, par exemple, d'une image rouge Ouais. qui n'est pas au même endroit que l'image. Oui, mais le cerveau doit... mais pour nous, vous, ça c'est l'optique. Mais sur le plan ophtalmologique, ça pose problème. Parce que s'il n'y a pas une neuroadaptation, s'il n'y a pas une intégration, vous savez que la décomposition, puisqu'on passe de 400 à 750 à 800, c'est l'équivalent de 1 dioptrie et demi. On ne peut pas l'avoir. S'il n'y a pas de mécanisme de compensation, il n'y a aucun système qui peut compenser 1 dioptrie et demi de profondeur de champ. Si ce n'est pas les implants EDOF. La profondeur de champ physiologique, elle est de 0,4, 0,5. Donc on est obligé de s'appuyer sur la rétine, parce qu'il y a une sélection naturelle. Les cônes bleus, par exemple, ils ne se retrouvent pas au son de la fovea. Tout à fait. Donc il y a déjà une première sélection. Une deuxième sélection, le cerveau, il va envoyer des messages pour lire la couleur qui est présente au centre du cône et éliminer la couleur qui est à côté. Donc si nous, on va couper, on va briser cet équilibre avant qu'il n'arrive à la rétine, on peut perturber la neuroadaptation. Et ça peut aller jusqu'à 6 mois. La neuroadaptation en ophtalmologie, on a vu ça sur les implants diffractifs et les implants EDOF, parce que ça traite ça. On doit attendre 6 mois avant de juger de l'échec. C'est dire le temps que va prendre le cerveau, surtout par rapport aux aberrations fameuses, aberrations sphériques négatives, et par rapport à la diffraction où on a une perte de la lumière, comme vous le savez. Donc l'aberration polychromatique, ce que vous dites qu'on voit la lumière, ça c'est le système optique, mais l'intégration sur le cerveau, c'est d'autres mécanismes. Tout à fait, je suis d'accord. D'accord. Peut-être j'ai une petite question. Micro. Pardon. En fait, quelle est votre approche En premier lieu, je te félicite pour la présentation et on a discuté tout à l'heure, c'est toujours un plaisir. Alors, si je prends un cas où il y avait de la casse, comment on va gérer ça? C'est-à-dire quelqu'un qui a un implant diffractif et qui est légèrement décentré. Et le patient, il est gêné. Est-ce qu'il y a des solutions techniques? Alors, surtout si c'était un EDOF, les EDOF supportent mieux. Oui. Les diffractifs ne supportent J'ai pas. bien précisé, diffractif. Il y a pas, oui, mais tu sais qu'il y a une perte de 20% de l'intensité lumineuse sur les meilleurs implants diffractifs. Ouais. Si tu lui rajoutes de l'asymétrie, tu le fais chuter à plus de 50%. Si en plus il se dilate, il y a de l'aberration dessus, je pense qu'il faut... On retire l'implant. On peut tenter un traitement réfractif, mais c'est un traitement surajouté. J'aime bien quand on nous montre des plateformes, mais je veux comprendre comment on peut traiter de la diffraction, de l'aberration, conditions dynamiques sur une plateforme de chirurgie réfractive. Ça me semble un peu compliqué. C'est trop compliqué. Oui. Moi, l'indication au départ est On très retire importante, l'implant. sinon, voilà. Mettre Voilà. un monofocal. Il y a trop d'échecs, il y a trop taux d'échecs. Maintenant, heureusement que les EDOF, mais le problème des EDOF, il faut avancer dans la technologie pour pouvoir tirer cette profondeur vers le pré. Parce qu'on a un problème avec le pré. Ouais. Si tu donnes du pré, parce qu'il y a des EDOF mini-diffractifs. Pour répondre à... C'est bien, tu me tends la perche. Alors, il y a des implants EDOF mini-diffractifs, c'est des micro-échelettes de Fresnel qui créent de la dispersion chromatique négative. Parce qu'il va compenser l'aberration chromatique positive. Et quand on a un implant achromatisant, ça augmente la MTF qu'on va verser sur la diffraction. Ça existe. Ouais. Il y a un implant, je ne vais pas citer le nom, qui utilise cette technologie. Pour vous dire qu'on essaie, c'est une recette de cuisine, une anomalie, on la compense, on la corrige pour donner une satisfaction autonome sur plusieurs distances. Mais un peintre ou un pilote ou quelqu'un qui a éduqué son cerveau au détail, il ne va pas être content d'un implant diffractif. Ah ouais. Juste encore une petite question. Hein. Les abéromètres qui existent actuellement, je ne sais pas, à Benhaïtem ou ailleurs, est-ce qu'ils travaillent sur la base de Hartmann et avec des micro-lentilles aussi, hein, puisque Hartmann, c'est le principe de l'allée de la lumière, elle revient, elle part sur les micro-lentilles et puis elle est analysée. Mais cette méthode-là n'est pas très précise, il me semble. Est-ce qu'il y a d'autres abéromètres qui travaillent, par exemple, avec des fentes, avec des placements de fentes? C'est ça? Vous connaissez bien votre sujet, mais je l'ai cité tout à l'heure. Oui. Mais est-ce que l'appareil peut faire les deux en même temps? Oui. Alors, actuellement, pour suppléer les Chuck Hartmann anciens,
il y a le système Osiris. J'en ai parlé, l'Osiris T, c'est quoi son principe? C'est un fondant sortant, mais au lieu que ça soit des lentilles, c'est quatre miroirs pyramidaux avec un sommet. Voilà. Et selon la réflexion de la lumière, ça crée 4 sous-pupilles. Et ça traite jusqu'à 45 000 points. Alors que les lentilles, c'est 1200 lentilles. Absolument. Donc ça lisse complètement les points. précis. Ça, c'est pour le système Hartmann-Chack. Il y a même des lentilles qui sont plus importantes. Lovitz, par exemple, il utilise beaucoup plus de lentilles pour étudier beaucoup plus de points. Mais le nôtre, non, c'est un balayage, c'est une scascopie dynamique. Le nôtre, c'est une scascopie dynamique, il y a 2 marques, et donc c'est méridien par méridien, et c'est un séquentiel. L'avantage du séquentiel, c'est que le crossover qu'on voit avec les Hatchak, on ne peut pas l'avoir sur un séquentiel, parce qu'il va étudier méridien par méridien, il va l'enregistrer. Ouais. Donc on a une scascopie dynamique. D'accord. Balayage, scascopie dynamique. Mais l'inconvénient, c'est que ça marche avec une seule longueur d'onde, tout ça. Oui. Avec tout ça. Tous les appareils. Tout le temps. À tout. C'est des infrarouges ou des verts légers. D'accord. D'accord. Très bien, merci pour le cours, Dr Yahyaoui. Revenons toujours, quand on parle d'aberration, on parle de lentilles, bien sûr. Donc, concernant le Ovitz, quand on a parlé de recettes, en réalité, on veut pas éliminer les aberrations d'un kératocone ou d'une ectasie post-chirurgie réfractive, mais il y a une recette personnalisée pour chaque patient où on veut réduire, par exemple, le coma ou le tréfoil, mais le réduire pas à zéro et surtout, ne pas inverser sa direction. S'il est positif, on ne l'inverse pas, s'il est négatif, on ne l'inverse pas. Mais il y a une échelle, d'accord? Sur cette échelle-là, vous avez des aberrations d'une population normale où on doit traiter la face antérieure de la lentille pour que les aberrations finaux seront au-dessus de cette ligne de normes. Maintenant, est-ce que ces normes-là, parce qu'on prend les normes d'une cornée normale et on travaille souvent avec des cornées irrégulières, est-ce que la recette où on doit ramener les aberrations d'une cornée régulière à des normes d'une cornée régulière, ou il y a d'autres chiffres qu'on doit cibler pour avoir un confort visuel du patient lui-même? J'ai compris ta question. J'ai compris le dessous de ta question. Est-ce que quelqu'un qui a une cornée irrégulière, qui s'est habitué à sa vision, si on le remettait dans des conditions physiologiques, il serait satisfait par rapport à ses aberrations? Je n'ai pas de réponse à donner. Hein. Et de deux, parce que tout ça, le docteur Beki l'a souligné tout à l'heure, professeur Nouri a parlé de la macula, moi je parle du cerveau. La fixation extravovéale, si le cerveau ne l'accepte pas, ne l'autorise pas et ne l'approche pas, il n'y aura rien du tout. C'est le même principe. Moi, j'ai un kératocone. J'ai un kératocone que j'ai découvert quand j'ai mis ma tête sur le premier pentacam en 2006. Je ne savais pas, j'avais une correction d'astigmatisme inverse, c'était suspect. Hop, c'est bon. Je l'utilise, mais je connais mes défauts. Je connais ma coma, où est-ce qu'elle est. Je sais quand il fait noir, où est-ce que je ne vais pas voir. Je sais, je l'explique. J'arrive à l'expliquer. Ces patients, ils sont habitués à certains. Quel est le taux qu'on va leur laisser pour qu'ils soient satisfaits? Je n'ai pas de réponse. Et par contre, sur la lentille, parce qu'on a fait beaucoup d'adaptations de lentilles sclérales, on en fait beaucoup moins. Il y a les jeunes qui sont ici présents, qui viennent et qui ont pris le relais. On s'est rendu compte à l'époque que certaines lentilles étaient plus à visée optique, sclérale, hein, que d'autres qui étaient à visée pour pathologie de surface. Celles qui étaient scellées, complètement collées, c'était les moins physiologiques, parce qu'il y avait de l'hypoxie, il y avait un stress mécanique, mais c'est celle qui donnait les meilleures acuités visuelles, je ne vais pas citer de marque, parce qu'elle ne bougeait pas, il n'y avait pas de translation. Et celles d'autres labos qu'on utilisait beaucoup pour pathologie de surface parce qu'elle descendait un peu, ça créait beaucoup d'irrégularités. Ils n'avaient pas la qualité de vision de la lentille. Donc, pour répondre à ta question, pour devoir traiter avec lentille sclérale, il faut s'assurer que le scellage, c'est-à-dire que la position de la lentille soit parfaitement centrée, qu'elle ne bouge pas, qu'il n'y ait pas de translation. Et si en plus on lui rajoute un traitement d'aberration interne par-dessus, ça va compliquer un peu l'histoire. Je ne sais pas si dans tes traitements, tu ne traites que les aberrations cornéennes ou tu traites aussi par-dessus.
pour le centrage, on a toujours un décentrement Ouais, je sais, inférotemporal. c'est pour ça que j'en parle. Mais là, avec la nouvelle plateforme, ce qu'on Ils peut le faire, prennent en considération. c'est décentrer la zone optique. Ouais. C'est-à-dire- La rentre plus large ou la décentrée? La même zone optique, la décentrer dans le sens contraire du décentrement de la lentille. Voilà. C'est-à-dire- une image en miroir. Exact, pour mieux centrer sur la pupille et faire un traitement, plutôt une face antérieure abéro-guidée, et ne pas annuler les aberrations, c'est plutôt les réduire. Bien sûr. Mais il n'y a pas encore de résultats satisfaisants. Mohamed, quel est le degré toléré d'une rotation des lentilles? Parce qu'on va utiliser la stabilisation. Même si on utilise du numérique, etc., donc il y a un axe qui va repérer l'axe, par exemple, elle est à 45 degrés la stabilisation. Y a-t-il une étude qui démontre que la tolérance, par exemple, de rotation elle est de 1, 2, 3, 5 degrés? Et de combien finalement 12. pour respecter? 12. On peut aller jusqu'à 12. Bon, 12 c'est des résultats sur un recul Ça ne réduit pas de 30% de 12 mois. Hein. On a 12 mois de recul. Ça ne C'est réduit très pas récent. la stigmatisme. Ok, ça Oui. marche. Pour le moment, c'est 12. On ne sait pas 12 degrés de rotation. Par contre, un astigmatisme simple dans le montage, quand on met pour une dioptrie, c'est déjà 5 degrés. Oui. Oui. 12, ça me paraissait à négocier. Alors, des questions d'ordre pratique. Alors, quel appareil tu préfères? Je parle bien sûr pour la pratique ophtalmologique. Deuxième question pour toi et puis pour l'assistance, puisqu'il y a beaucoup de physiciens parmi nous. Alors, est-ce qu'il y a un verre? Alors, c'est une question simple, mais pour moi, elle est très importante. Est-ce qu'il y aurait un verre qui pourrait aider à corriger les aberrations, au moins améliorer le confort des patients qui présentent des problèmes d'aberration? Et puis, on parle beaucoup, puisque vous avez beaucoup cité l'Osiris, il y a un indice qui est très en vogue en ce moment, le MACI. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, très bonne question. 3 questions. Alors, celui dont on dispose, je ne sais pas si je peux citer le nom, on dispose du Topcon, KRW1. Il nous donne satisfaction parce qu'il a 5 options. Mais par contre, on n'arrive pas à l'optimiser parce qu'on a des problèmes avec le logiciel. Ça, c'est pour l'appareil. Celui que je voudrais avoir, c'est l'Osiris T, bien sûr. C'est l'Osiris T ou e-Trace plus Placido. Ça, c'est le must. Mais, alors, donc, la plateforme, avant, il y a 20 ans, je parlais avec Anis tout à l'heure, le combo parfait à l'époque, en 2006-2007, c'était l'OPD scan de chez Nidec plus l'Orb scan, avant l'apparition du Pentacam. Après, maintenant, je dirais plus Osiris T ou e-Trace plus un Placido. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, pour les lunettes, je me suis amusé. Bon, c'est pas ma spécialité, hein, les lunettes, mais je me suis amusé. J'ai cherché, j'ai fouiné. Est-ce qu'il y avait des lunettes qui corrigeaient? Il y a beaucoup de lunettes maintenant qui essaient de corriger les aberrations. Et comme je l'ai souligné tout à l'heure, le biais principal, c'est le mouvement, c'est cette fameuse distance, c'est le galbe du verre, c'est la position du globe qui n'est plus en position primaire. On n'arrive pas à maîtriser ça. Il y a maintenant même des lunettes avec des détecteurs. Il y a un traceur sur le verre. Quand vous voyez sur un endroit, le traceur va focaliser dessus, il va changer des cristaux. C'est comme les green index, c'est comme les implants à gradient d'indice. Il va changer l'indice du verre pour donner la focalisation. Est-ce que ça va donner ou pas? Moi, je suis un peu sceptique par rapport au fait d'interposer, de traiter abérométriquement sans qu'on soit en contact de la surface concernée. C'est-à-dire qu'il y a ce décalage et ce mouvement qui pourrait gêner l'efficacité et l'indice. Ouais. Déjà, le verre progressif, c'est une aberration. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais lui, il parlait du mono, améliorer la qualité de vision. De temps en temps, ils sont gênés parce que ça va créer comment supérieur. Je vais aller encore plus loin. J'essaie de dissuader les gens de ne pas mettre des progressifs à partir de 60 ans. Et ils me disent contre nature. Ben oui, c'est un déchet. Ce que je veux dire, je veux bien qu'on me dise des technologies, je ne vais pas citer les technologies à la pointe, mais ça reste au départ, à la base, un déchet. C'est une progression, c'est un changement de courbure qui va entraîner un peu de diffusion et un peu d'aberration. Sur un plan monofocal, avec une vision nette, l'inconvénient, c'est que si on bouge un peu, c'est effondré. Le progressif, si on bouge, on est bien.
Est-ce que vous acceptez? Oui, c'est la discussion, c'est le profil du patient. Mais on ne va pas me dire qu'elle est de meilleure qualité qu'un monofocal sur une distance. Micro. Mais s'ils sont utilisés dans les conditions de calcul, parce que là on a des verres progressifs personnalisés freeform, c'est-à-dire c'est des verres qui sont fabriqués point par point avec des puissances différentes. Voilà. Il y a d'autres paramètres à prendre en considération par rapport aux progressifs traditionnels. C'est-à-dire, dans les progressifs traditionnels, on avait un angle pontoscopique standard, on avait une distance vertex standard. Mais là, l'astigmatisme oblique par rapport oui, on a parlé du tilt. Dans la lunette, il y a aussi le tilt, qui est l'angle pontoscopique, dont les opticiens, maintenant, peuvent mesurer avec des instruments. Oui, même dans les unifocales. Hein. Des fois, on a des patients, je mets mes lunettes comme ça, je vois mieux. D'accord. C'est des kératocones ou des patients qui ont des aberrations de haut degré. En réalité, quand ils font ça, ils sont en train de modifier l'angle pontoscopique du verre, donc ils sont en train de modifier la puissance perçue du verre. C'est-à-dire, quand on va mesurer cette puissance sur le frontofocomètre, elle n'est pas forcément cette puissance que le patient est en train de... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être précis sur plusieurs paramètres. Exact. Pontoscopie, galbe, distance. Ça en fait trop de paramètres. Je demande à voir, hein, je ne suis pas contre, mais j'aimerais bien voir si ça marche. Mais comme il y a des abéromètres, maintenant il y a des appareils pour prise de mesure de ces paramètres. On peut prendre la distance vertex, on peut prendre l'angle pontoscopique, l'angle de galbe, tout, en lunetterie. Après, Est-ce qu'il y a un verbe pour corriger des aberrations ou du moins améliorer le confort? Prototype. Il y a un prototype qui n'est pas commercialisé. Non, le filtre, les filtres, c'est pour les aberrations chromatiques. Mais les freeform, c'est des aberrations optiques, c'est-à-dire c'est des puissances de l'ordre de 0,01 dioptrie. C'était juste par rapport au verre abérométrique. Les premières tentatives, ils étaient avec Rodenstock, couplés avec leur abéromètre Vision X. Ouais.